Bienvenue dans le système. Lorsque tu saisis le nom d'un site internet, tu ne vois que quelques lettres. Lorsque tu appuies sur l'icône d'une application, tu penses n'effectuer qu'un seul geste. Mais avant que la connexion ne soit établie, une décision invisible est prise. Le système doit déterminer à quelle adresse correspond le nom auquel vous souhaitez accéder. Internet s'affiche sous forme de nom, mais fonctionne avec des adresses. Les utilisateurs retiennent un nom, tel que syntlog.tech. Le réseau, quant à lui, recherche la cible numérique qui se cache derrière ce nom. C'est le DNS qui effectue cette conversion. Cette couche, appelée Domain Name System, convertit les noms sur Internet en adresses IP. Le DNS est souvent décrit comme l'annuaire téléphonique d'Internet. Cette analogie est juste mais incomplète. En effet, le DNS ne se contente pas de trouver une adresse. Il constitue également le premier point de décision de la connexion. Tu saisis un nom. Votre appareil interroge un serveur DNS. Le serveur DNS renvoie à l'adresse de la destination. Votre appareil se connecte à cette adresse. Ce n'est qu'ensuite que la page s'affiche. L'utilisateur voit le résultat. L'architecte, quant à lui, voit la décision. Cette décision s'effectue généralement en une fraction de seconde. C'est pourquoi elle passe inaperçue. Pourtant, presque tous les appareils de votre domicile utilisent ce mécanisme. Votre téléphone, votre ordinateur, votre télévision, votre console de jeu et vos appareils connectés effectuent souvent une résolution de nom avant d'accéder à un service. Lorsque vous ouvrez une application, ce n'est pas seulement le serveur principal de l'application qui est interrogé. Les noms de domaines publicitaires, les services d'analyse, les systèmes de notification, les plateformes de signalement d'erreurs et les réseaux de diffusion de contenu peuvent également être interrogés. Un simple clic peut déclencher la recherche d'adresses pour des dizaines de noms. C'est pourquoi les enregistrements DNS s'apparentent à des traces révélatrices des intentions d'un réseau. Ils ne dévoilent pas toujours le contenu d'un paquet de données, mais ils peuvent mettre en évidence quel appareil souhaite accéder à quel service. Si un téléviseur interroge en permanence un nom de domaine d'analyse, vous comprenez que l'appareil souhaite communiquer avec ce service. Si un téléphone recherche toute la nuit des adresses appartenant à des réseaux publicitaires, son comportement en arrière-plan est révélé, même si l'écran est éteint. Le DNS ne vous dit pas tout, mais il vous permet de poser la bonne question. Où cet appareil souhaite-t-il aller ? Dans le log 014, nous avons dressé la carte invisible du réseau domestique. Nous avons constaté que les appareils parlent, même lorsqu'ils semblent silencieux. Nous nous approchons désormais de l'une des portes de cette carte. Le DNS est l'une de ces portes. En effet, si un appareil ne parvient pas à connaître l'adresse de destination, il aura du mal à établir la connexion. Sans résolution du nom, le chemin ne commence souvent pas. Cela fait de la couche DNS non seulement un service technique, mais aussi un point central d'observation et de contrôle. Cependant, contrôle et censure ne sont pas synonymes. L'objectif n'est pas de bloquer tous les noms de domaines inconnus. L'objectif est de pouvoir distinguer quelles requêtes sont nécessaires, lesquelles sont utiles, lesquelles visent à la surveillance et lesquelles sont suspectes. Si vous bloquez le nom de domaine nécessaire au fonctionnement d'une application, le service risque d'être perturbé. Si vous prenez un serveur d'accès pour un réseau publicitaire, vous ne pourrez pas accéder à votre compte. Si vous bloquez un service de mise à jour, votre appareil ne pourra pas recevoir les correctifs de sécurité.
C'est pourquoi l'architecte ne bloque pas d'emblée. Il écoute d'abord. Il collecte les requêtes DNS. Il repère les répétitions. Il distingue les appareils. Il classe les noms de domaine. Ensuite, il applique une règle simple et observe le résultat. Une décision prise sans information sur un système n'est pas un contrôle. C'est une supposition. La plupart des gens ne pensent pas qu'ils choisissent eux-mêmes leur serveur DNS. Lorsque l'appareil se connecte au réseau, le routeur ou le fournisseur d'accès Internet lui attribue un service DNS prêt à l'emploi. Comme le système fonctionne, ce choix n'est pas remis en question. Mais il est important de savoir qui répond à la requête DNS, car ce service peut voir quels noms de domaine sont interrogés. Le fait de savoir quel appareil tente d'accéder à quel nom et à quel moment peut permettre de dresser une carte des comportements au fil du temps. Le contenu complet de chaque page visitée n'est peut-être pas visible. Cependant, les noms de domaine recherchés peuvent à eux seuls en dire long sur les habitudes, les applications utilisées et les services actifs. Ce guide invisible ne se contente peut-être pas de montrer le chemin. Il peut également enregistrer les chemins recherchés. C'est là que naît le gardien de la porte numérique. Non pas comme un système qui ferme la porte, mais comme un système qui comprend qui passe par cette porte. Le chemin suivi par une requête DNS semble simple. L'appareil demande un nom et reçoit une adresse en retour. Mais la réponse ne provient souvent pas d'une seule source. On vérifie d'abord la mémoire de l'appareil lui-même. Si la même adresse a été apprise récemment, il n'est peut-être pas nécessaire de la redemander. Si la réponse n'y figure pas, la requête est transmise au routeur ou au résolveur DNS défini. Si le résolveur ne trouve pas non plus l'information nécessaire dans ses propres enregistrements, il se tourne vers la structure DNS hiérarchique d'Internet. Les serveurs racines, les serveurs de nom de domaine de premier niveau et le serveur autorisé du nom de domaine constituent les différentes couches de cette chaîne. L'utilisateur ne voit rien de tout cela. Il saisit un nom et obtient le résultat. Êtes-vous redirigé vers la bonne adresse? Qui traite votre requête? Combien de temps l'enregistrement est-il conservé? La réponse a-t-elle pu être modifiée? Pendant de nombreuses années, le trafic DNS traditionnel a été acheminé sans être chiffré. Un système capable de voir les requêtes sur le réseau pouvait également voir quel nom de domaine était demandé. Cette situation a conduit à la généralisation de méthodes chiffrées telles que le DNS sur HTTPS et le DNS sur TLS. Le DNS chiffré rend plus difficile la lecture aisée de la requête par les nœuds intermédiaires du réseau. Cependant, il ne supprime pas complètement l'invisibilité. Le fournisseur DNS qui répond à la requête traite toujours celle-ci. La confiance n'est pas perdue pour autant. Elle est simplement déplacée vers un autre point. C'est pourquoi la question ne se résume pas à savoir s'il y a cryptage ou non. Qui fait confiance à la requête? Qui voit la requête? Qui définit la politique d'enregistrement? Un architecte système ne se fie pas aveuglément au nom de technologie. Il examine le modèle de confiance. Un service peut être gratuit, il peut être rapide, il peut être chiffré. Mais les données qu'il conserve, la durée de conservation de celles-ci et les fins auxquelles il les utilise sont des questions distinctes. Il en va de même pour les services de filtrage. Un filtre basé sur le DNS peut bloquer la connexion avant même qu'elle ne s'établisse, soit en ne renvoyant pas l'adresse d'un nom
de domaine indésirable, soit en terminant la requête par une réponse spécifique. Les noms de domaine liés à la publicité, au suivi, aux logiciels malveillants ou au contenu pour adultes peuvent être filtrés de cette manière. Sa force réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de modifier chaque application individuellement. Si les appareils du réseau utilisent le même point de contrôle DNS, une seule règle peut s'appliquer à de nombreux appareils. Téléphone, ordinateur, téléviseur, tablette et appareils connectés. Tous peuvent passer par cette même porte invisible. Mais ce système a ses limites. Un filtre DNS peut détecter un nom de domaine, mais il ne peut pas toujours distinguer tous les contenus proposés sous ce même nom de domaine. Si des contenus nécessaires et indésirables proviennent du même serveur, le blocage de l'ensemble du nom de domaine peut perturber le service. Certaines applications peuvent utiliser leur propre résolveur DNS. Certaines peuvent contourner le paramètre par défaut du routeur grâce à un DNS chiffré. D'autres peuvent se connecter directement à une adresse IP. C'est pourquoi le DNS constitue un point de contrôle puissant, mais il ne représente pas à lui seul l'ensemble de la sécurité du réseau. Un gardien de porte ne voit pas l'intérieur de chaque pièce. Il surveille qui se dirige vers quelle porte. En effet, lorsque les utilisateurs mettent en place un filtre, ils peuvent penser que le système est désormais sécurisé. Or, la sécurité ne se résume pas à un seul outil. Le DNS assure la visibilité. Le pare-feu gère les règles de connexion. Les autorisations des appareils limitent l'accès local. Le segmentage du réseau contrôle la communication entre les appareils. Chaque couche répond à une question différente. Le DNS demande « Où veux-tu aller ?» Le pare-feu demande « Cette connexion est-elle autorisée ?» Les autorisations des appareils demandent « À quoi l'application peut-elle accéder en interne ?» Le segmentage du réseau demande « Quel appareil peut accéder à quelle zone ?» Un architecte ne confond pas ces couches. Un bon système DNS doit d'abord être mis en place en mode observation. Le premier jour, vous pouvez voir des centaines, voire des milliers de requêtes. La plupart des noms de domaine peuvent sembler composés de caractères aléatoires. Certains sont clairement reconnaissables. D'autres appartiennent à l'infrastructure d'autres services. La plus grande erreur ici serait de considérer comme malveillant tout ce que vous ne comprenez pas. Vous identifiez d'abord le périphérique, puis vous examinez le moment où la requête a été émise. Vous observez quel comportement a précédé la requête. Vous ouvrez l'application, vous la fermez, vous réessayez, vous vérifiez si la connexion a changé ou non. Un nom de domaine ne s'évalue pas uniquement par son nom. Il s'évalue en fonction de son contexte. Un même service d'analyse peut être superflu dans une application, mais servir à la détection d'erreurs dans un autre système. Un même fournisseur de cloud peut fournir une infrastructure à des milliers de services différents. C'est pourquoi les listes de blocage prêtes à l'emploi constituent un point de départ et non une vérité absolue. La liste te donne une suggestion. C'est le comportement du système qui valide la décision. Pour être efficace, un gardien numérique ne rejette pas tout. Il laisse passer ce qui est nécessaire. Il bloque ce qui est superflu. Il enregistre ce qui est inconnu. Il signale ce qui change. Et il ne part pas du principe qu'une décision restera valable pour toujours. Avant de mettre en place un point de contrôle, vous devez décider quel modèle vous souhaitez. Le premier modèle est un service DNS géré. Un service comme NextDNS
fonctionne via un résolveur distant. Vous créez un compte, redirigez votre appareil ou votre routeur vers ce résolveur et gérez les règles depuis le panneau de configuration en ligne. La configuration est simple. Vous pouvez accéder aux mêmes politiques depuis différents réseaux. Vous pouvez utiliser des listes de sécurité et de confidentialité prêtes à l'emploi. Cependant, les requêtes sont traitées par un service externe. C'est pourquoi le délai d'enregistrement, l'emplacement des données et les paramètres de confidentialité doivent être choisis en toute connaissance de cause. Le deuxième modèle est le filtre DNS local. Un système de type P-hole fonctionne sur votre réseau domestique. Un petit appareil Linux, un serveur, une machine virtuelle ou tout autre environnement adapté traite les requêtes DNS. Les appareils interrogent ce système local pour obtenir les adresses de destination. La décision de filtrage est prise au sein même du réseau domestique et, si nécessaire, la requête est transmise au fournisseur DNS de niveau supérieur de votre choix. Ce modèle offre davantage de contrôle. Vous pouvez conserver les journaux localement. Vous pouvez créer vos propres listes et règles. Cependant, c'est vous qui gérez le système, les mises à jour, les sauvegardes, la disponibilité et la reprise en cas de panne relèvent de votre responsabilité. Le service basé sur le cloud offre une certaine commodité. Le système local offre l'autonomie. Le bon choix n'est pas le même pour tout le monde. L'architecte commence par définir le besoin. Faut-il protéger un seul téléphone? Faut-il surveiller tout le réseau domestique? Faut-il gérer des appareils situés à différents endroits? Les enregistrements doivent-ils rester sur site? Le service Internet doit-il continuer de fonctionner en cas de panne du système? Ces questions sont plus importantes que le nom de l'outil. L'architecture de base est simple. L'appareil envoie une requête DNS. Le point de contrôle examine le nom de domaine. S'il existe une règle, il prend une décision. La requête autorisée est transmise au résolveur supérieur. La réponse revient à l'appareil. La requête bloquée, quant à elle, est interrompue avant d'atteindre sa destination. Mais un système fiable ne se résume pas à une simple liste de blocage. Le premier niveau concerne l'identité de l'appareil. Vous devez savoir quelle requête provient de quel appareil. Le deuxième niveau est l'information temporelle. Vous devez déterminer si la connexion a été établie à l'initiative de l'utilisateur ou en arrière-plan. Le troisième niveau est la classification. Nécessaire, publicitaire, analytique, télémétrique, malveillante ou inconnue. Le quatrième niveau est le plan de repli. Lorsqu'une règle perturbe le service, vous devez pouvoir la supprimer rapidement. Le cinquième niveau est le journal des modifications. Vous devez savoir ce que vous bloquez, quand et pourquoi. Sans cette structure, l'ajout de milliers de règles donne l'impression de contrôler la situation, mais n'assure pas réellement ce contrôle. Il est plus utile d'observer sans rien bloquer pendant les premières 24 heures. Vous identifiez le trafic normal. Vous repérez les appareils qui génèrent le plus de requêtes. Vous identifiez les noms de domaines qui reviennent sans cesse. Ensuite, vous commencez par une seule catégorie. Par exemple, les noms de domaines publicitaires clairement identifiés. Vous appliquez la règle. Vous testez votre téléphone, votre télévision et les applications que vous utilisez fréquemment. Si un service est perturbé, vous consultez les journaux. Vous ajoutez le nom de domaine concerné à la liste blanche. Vous notez le résultat. Ce cycle peut sembler modeste, mais c'est ainsi que se construisent les bons systèmes. Observation, décision, test, enregistrement.
Retour d'expérience. Le document BP 015 DNS Sentinel Blueprint, associé à cet enregistrement, est précisément conçu pour documenter cette architecture étape par étape. Il distingue le modèle DNS géré via un routeur du modèle P-Hole Local. Il dresse un inventaire du réseau avant l'installation. Il rend obligatoire les étapes de test et de retour d'expérience. Par ailleurs, une première définition du système est créée pour l'outil local gratuit Sint DNS Sentinel. Dans sa première version, cet outil n'effectuera pas de blocage automatique. Il lira les enregistrements DNS. Il les regroupera par appareil. Il affichera les noms de domaines récurrents. Il stockera les résultats localement. Il générera des rapports au format JSON et CSV. Il ajoutera les noms de domaines suspects ou inconnus à une liste d'examen. En effet, la mission de cette première version n'est pas de prendre des décisions, mais de produire des données propres permettant de prendre des décisions. Par la suite, ce même système pourra évoluer vers une couche micro-SaaS proposant des rapports centralisés, la gestion de réseaux multiples, des alertes de modification et des profils d'appareils automatiques. Cependant, le système de base doit rester gratuit et auto-hébergé. L'information ne sera pas verrouillée. L'architecture ne sera pas dissimulée. La redevance ne portera pas sur le contrôle de base, mais sur la facilité de gestion et le service d'exploitation. C'est ici que commence la nouvelle étape du système Sint. Un enregistrement ne laisse pas seulement une idée, il laisse un plan directeur, il laisse un outil, elle laisse une architecture ouverte, reproductible. Le gardien numérique ne pense pas à ta place. Il rend visible l'invisible. C'est toi qui prends la décision, comme toujours. Je suis l'architecte. Nous nous reverrons lors du prochain enregistrement. Le jour venu, tu comprendras pourquoi ces enregistrements existent. État du système. Actif. Protocole 015. Terminé. Prochain protocole 016. État en fonctionnement.